Amis téléspectateurs, bonsoir. Entre le 19 mars 1962, fin des hostilités entre l'ALN et l'armée coloniale, et le 1er novembre 1954, l'aube de la révolution, de la guerre de libération, bien des destinées d'hommes, de valeureux combattants de la cause nationale restent dans l'ombre, pratiquement inconnues des historiens en particulier et de tous les Algériens en général. Aujourd'hui, nous allons parler de la Wilaya 1 avec un invité, frère d'un valeureux combattant de la Wilaya 1, Abbas Laghrour. Monsieur Salah Laghrour, marhaba bik. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Oui, donc c'est Salah Laghrour est universitaire, professeur de mathématiques. Il a écrit un livre, un recueil de témoignages et d'écrits sur la Wilaya 1, le Memcha, l'Ourès, et le parcours de son frère, Abbas Laghrour, décédé en juillet 1957, si je ne me trompe pas. C'est juste, c'est bon. Voilà. Donc, on commence cette discussion autour donc du parcours militant de votre frère. Et je souhaiterais savoir un peu quel a été son parcours avant le 1er novembre et après le 1er novembre, la toute première phase de l'aube de la Révolution. D'accord, merci. Donc, je commence d'abord pour dire gloire à nos martyrs et gloire à toutes les victimes qui ont permis que l'Algérie reste debout. Voilà, Abbas Laghrour fait partie de la génération du 1er novembre 1954. C'est une génération exceptionnelle. Il est né en 1926, le 23 juin, à Sira, à quelques kilomètres de la ville de Khenchela. Son père était propriétaire éleveur, agriculteur. Il avait des terres à quelques kilomètres de Khenchela. À l'âge de... Abbas arrivé à l'âge scolaire, de la scolarité, son père achète une maison à une Française à Khenchela en 1933. Donc pour scolariser ses enfants. Il a réussi... Ah, donc il leur achète une maison dans la ville de Khenchela. Dans la ville de Khenchela. Oui. Donc on verra plus tard que Abbas, finalement, on peut dire que c'est un citadin parce que il est resté en ville tout le temps. Donc après des études primaires, avec son frère Chaban, qui est aussi un homme de novembre, il a réussi à avoir son certificat d'études et a commencé à chercher du travail. Il était aussi, dit-on, renvoyé par l'école parce qu'à un moment donné, Pour son enseignant... insubordination. Voilà, pour un Déjà. enseignant, parce qu'il voulait son instituteur, parce qu'il y avait un terrain de tennis juste devant sa maison. Et à un moment donné, je crois que l'instituteur qui jouait au tennis demandait à Abbas de ramasser les balles. Et Abbas a refusé de ramasser les balles. Il a même refusé que son père aille s'excuser auprès de son enseignant. Donc, peut-être c'est une marque aussi de rébellion déjà. Évidemment, parallèle à l'école française, il allait comme majorité à l'école coranique, où on commence à apprendre les rudiments d'éducation religieuse, le Coran, la prière. Et donc, dans cette atmosphère familiale, parce qu'à Khenchela, c'est sa sœur, donc il y avait une jeune sœur qui s'occupait de lui, parce que moi j'ai rejoint l'école plus tard, en 1953, et la sœur s'occupait de nous. Et puis, bon, Abbas s'est marié, il a eu
3 enfants, une fille qui est morte très En jeune, bas âge. en bas Oui, oui. âge. Oui, oui. Il a 2 enfants qui sont vivants, Tarq et Hassina. Qui sont nés avant le 1er Ah novembre. oui, ils sont nés Oui. à 52 et 50 et 53, son fils Tarq. Donc, il était marié et donc en terminant l'école, il cherchait du travail comme tout le monde. Je pense dans cette atmosphère de recherche de travail, donc manque de travail aussi. Je disais tout à l'heure, cette génération de novembre, si vous remarquez bien, ce sont des jeunes nés pratiquement tous entre les années 20, dans les années 20 à 30. C'est-à-dire qui ont Il y a une grandi prise de dans conscience voilà, prise de conscience très précoce. due à la montée de la crise en Europe en 1933, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ça les a mûris. ça les a mûris. Abbas s'intéressait dès son jeune âge aussi à la politique, même au monde, parce que sa maison au Douar à Khanchla était un lieu de passage pour les Oui. pèlerins. Et donc, son père savait, enfin, Il assistait donc à à des assemblées chaque fois, d'adultes. il Il se invite cultivait. à discuter avec les pèlerins qui venaient du Maroc, de l'Ouest algérien, de partout. Et donc, c'était un point de chute connu dans le parcours des pèlerins. Et donc, ils s'arrêtaient une journée, 2 jours. Et puis on leur fait à manger, et puis parfois ils prennent un tamina avec eux, C'est ce qui a aidé justement pour continuer leur... Et donc ça a donné une culture aussi à discuter avec les gens, de retour aussi de la Mecque, de la guerre 48 avec l'occupation de la Palestine en 48, tout ça, donc ça donne une conscience nationale et même arabo-musulmane si on veut, pour des jeunes qui vivaient dans une ville un peu... Ceci dit, donc, pour l'avant 1er novembre, comment s'est préparé justement le 1er novembre? Est-ce que vous avez des rudiments de souvenirs pour ça? Ah oui, enfin, moi, personnellement, j'ai un petit souvenir, c'est sûr. Je me rappelle, notre maison, le matin du 1er novembre, on était encerclés, la maison était encerclée, ils sont rentrés. Il y a une seule chambre de Abbas qui avait un plafond. Ils ont cassé le plafond, ils nous ont mis tous dehors et ils ont évidemment la répression. Je parlais tout à l'heure de la répression qui a eu lieu dans la famille, sur la famille et dans les Aurès. Donc, au milieu des années 40, 45, Abbas était déjà sensibilisé à la cause nationale, parce que c'est un homme qui fréquentait beaucoup les lieux de rencontres des associations de Alama, aussi des partis politiques comme l'IDMA, le PPA. Et également l'écho du 8 mai 45, c'était encore tout frais dans les consciences. C'était vraiment la rupture sur le point de non-retour, je pense, pour les jeunes qui ont décidé après de passer à l'action, c'est-à-dire toutes les revendications. Encouragés par des chants justement qui étaient chantés par les femmes, par les jeunes. Oui, le milieu social. L'école du nationalisme, c'était ça. Tous les bandits d'honneur dans les Horaces, Msaoud Zalma, Grim Belgassem, tout ça, Grim Belgassem et tout ça, ils sont chantés dans les mariages, et tout ça. Et donc, là, il faut peut-être préciser que ces bandits d'honneur, c'est des gens qui volaient aux riches pour donner aux pauvres. Absolument, parce qu'ils étaient beaucoup aimés par les pauvres. Ils étaient vénérés par les pauvres. Et c'est pour ça qu'ils sont chantés par C'était courageux. La population, dans les mariages, dans tout. Et ces bandits d'honneur deviendront vraiment des éléments pour la révolution du 1er novembre dans les Horaces en particulier. Donc, pour le 1er novembre, Abbas Laghour était parmi les premiers. Donc, il a adhéré au PPA, au parti du peuple algérien. Déjà Messalé, oui. Après la MTLD, et il est devenu responsable de Qasma de Khanchla parce qu'il a remplacé Abdullah Marad, qui était un militant aussi de Khanchla, qui lui-même avait remplacé Hachan Ibrahim, qui était aussi le premier responsable des cellules
de Khenchela. PPA à Khenchela. PPA à Khenchela. Donc, dans cette ambiance, Abbas a travaillé pour recruter des éléments, préparer des éléments. Et j'écris dans mon livre, ce sont des étudiants parce que on remarque, il y a même la photo de la classe d'une école de tourneurs, c'est ça, de école professionnelle, et où son frère Chaban était dans cette école-là. Il y avait 4 ou 5 étudiants de cette école étaient parmi les hommes du 1er novembre 1954. Donc, c'était, par rapport à l'époque, des intellectuels. Ils savaient lire, ils savaient écrire. Oui. Ils avaient déjà leur certificat d'études primaires. Ah oui, c'était le premier plafond auquel beaucoup d'Algériens n'allaient pas au-delà. C'est des militants, Athmani Tijani, Hamam Ammar, je cite beaucoup qui sont dispersés après le 1er novembre vers l'Est, l'Ouest. Et au lendemain justement de cette insurrection du 1er novembre, ça a été un grand éclat, une lumière aveuglante pour le système colonial qui... c'est une secousse, moi j'ai noté, c'est une secousse terrible dont l'épicentre était les Aurès. Absolument, oui. Parce que les victimes ont été enregistrées, ont eu lieu à Khenchela, à Batna, il y avait aussi... Dans d'autres endroits en Algérie, à Sidali, à Zazga, il y avait aussi des mouvements, des actions. Mais les plus médiatisés, disons, c'était celle de Khenchela parce qu'il y avait un officier, premier officier de la garde d'Algérie, qui est mort cette nuit-là. Un administrateur. L'administrateur, voilà. Également, oui, l'administrateur qui a été tué. Le lieutenant d'Arnaud, qui est connu. Évidemment, aussi, l'opération, l'action d'Arris au niveau de Tarit, où il y a eu l'histoire toujours du caïd Sador qui a été tué, où un instituteur a été tué accidentellement, un instituteur français qui a été tué accidentellement. Et évidemment, les Français se sont concentrés sur la mort de l'instituteur. Quand on parle des Aurès, l'instituteur et l'administrateur aussi. Alors, votre livre, vous reprenez, vous dites juste après le 1er novembre, votre famille a été déportée. Ça a été les SAS ont commencé déjà à votre niveau en novembre 54. Dès le 54, d'ailleurs le lendemain, toute la famille qui porte le nom de Larour a été emprisonnée. La femme de Abbas a été torturée. Ils ont été à la prison de Khenchela pendant 15 jours sous torture, où le père d'Abbas a eu une hémorragie parce qu'on lui marchait sur ses forces de torture. Et il est mort une semaine après avec une hémorragie interne due à la torture. La femme d'Abbas, je raconte dans le livre, c'est aussi dramatique. Et je sais, c'était aussi la répression a été tellement forte que en novembre 1954, il y a 4 femmes qui ont été fusillées par les soldats français. Et je préfère les citer. Ce sont Fatima Berhail, Boussetta Jem'a, Fatma Jaghrouri et Fatma Berhail. Alors elles ont 16 ans, 64 ans, 37 ans et 27 ans. De tous les âges. Et ces noms sont connus. Berhail, c'est un grand, aussi bandit d'honneur, c'est un grand militant de la cause nationale. Boussetta, ils sont connus. Jaghrouri, tous, ce sont des familles, des révolutionnaires qui ont été... Et le lendemain de la révolution de novembre, à Khenchela, sont réunis et dans les documents d'historiens français, notre famille, ils se posaient la question s'il ne fallait pas les fusiller tous. Et donc, finalement, ils ont décidé de le déporter dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et ils nous ont déportés dans cet endroit. Il n'y avait ni eau, ni rien du tout. Quelqu'un est intervenu pour nous amener à Mtoussa, à quelqu'un entre Aïn Bida et Khenchela, où nous avons été
déportés là-bas, enfants et femmes et hommes, pendant 9 ans pour les familles. Les hommes ont été par la suite de 17 ans et plus déportés dans des camps de Jorf, Msila, à Oran. Très éloigné de Khanchla. Les hommes, oui, les hommes, tous C'est les la hommes ont été déportation déportation totale. Oui. Des hommes, hein. Les familles sont restées. Tout ça, on est resté pendant 9 ans. Et puis on était retourné à Khanchla. Et à Khanchla, on était tous entassés, 112 personnes, enfants et femmes, entassés dans une petite maison de mon père, parce qu'ils nous ont empêchés de sortir à Douar chacun pour récupérer ça. Et nous, évidemment, au retour de la déportation, nous, on avait des bêtes, des vaches, des moutons, tout a disparu. Absolument. Parce qu'on a laissé à quelques gens, ils sont occupés. Et puis, alors, ça, c'était sans oublier la répression. Le lendemain de novembre, la France a utilisé le napalm au niveau d'Arris pour obliger les familles, obliger les familles à se déplacer. Et ils ont déplacé des milliers de personnes. J'ai les chiffres. Venir à bout de la solidarité des populations avec ce qu'ils appelaient les fellagas. Ils ont déplacé des milliers, ils ont créé des camps dès le novembre, décembre. Il y avait plein de camps. Très bien. Monsieur Lagrour, nous allons maintenant écouter les témoignages écrits de responsables français, d'historiens français qui étaient dans le feu de l'action à l'époque. Témoignage de Dominique Faral, militaire français de la Wilaya 1. En mars 1956, après la mort du chef Ben Boulaïd, Abbas Lagrour contrôlait les bandes d'Enmemcha et se préparait à intensifier sa lutte contre les troupes françaises. Ajoul, lui, tenait les Beni Melloul et une bonne partie des Aurès. Celui-ci cherchait à renforcer sa bande et se montrait beaucoup moins offensif que Lagrour. Une certaine entente semblait régner entre les deux hommes. Aucun des deux n'aspirait à dominer l'autre. Chacun se contentait de tenir son fief. Il n'y avait plus de direction unifiée pour les Aurès Nememcha, mais une coordination assez efficace. En septembre 1956, le colonel Bijar fit bombarder sans résultat les rebelles par l'aviation, les canons sans recul et les mortiers, mais renonça à donner l'assaut qui aurait pu lui coûter une centaine de parachutistes sans infliger de fortes pertes aux rebelles. Bijar, dans ses mémoires, signala que cette bande était courageuse, manœuvrait remarquablement sur des positions très organisées et était commandée par un chef de valeur. Une erreur de notre part aurait coûté de lourdes pertes. Je reviens donc au livre de Dominique Faral. Il dit que dans ce type de guerre, c'était le contrôle de la population qui était l'enjeu principal. Vous voyez, d'où le napalm pour couper ce cordon nourricier des maquis. Il dit également qu'Abbas Lagrour était un bon technicien de la guerre révolutionnaire. Il allait également être un très bon manœuvrier sur le plan militaire. Voilà. Il donne également pratiquement tout est d'ailleurs dans votre livre également. Il dit que Abbas Lagrour, qui avait à peine 4 fusils mitrailleurs, peut-être une centaine d'hommes armés, quelques centaines de sympathisants, alors que les Français avaient au moins, il avait une population de 50 000 personnes, et il y avait 2 bataillons français qui étaient venus justement assainir la région. Et il fait un petit calcul tout simple, il dit Abbas Lagrour combattait globalement à 1 contre 10. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ces nouvelles vous parvenaient, vous qui étiez dans le... Ce colonel a été un officier, c'est un Syrien, officier de la Légion étrangère. Oui, en 1955, il a combattu donc, dans les Memcha. Il était derrière Abbas Lagrour. Vous dites, c'est vrai, la guerre subversive, ce qu'ils appellent, eux, ils voulaient contrôler la population. Au départ, ils ont essayé de contrôler la population par la répression violente, c'est-à-dire le bombardement. Ils l'ont utilisé. Vous savez, il y a plus d'un quart d'Algériens étaient déportés. Ça, c'est les Français que l'on connaisse, étaient tous dans des camps de regroupement. Après, ils ont utilisé justement cet officier aussi, il était dans les services, les SAS. Donc après, ils ont essayé d'être souples avec la population pour essayer de l'avoir
de travailler la population. Oui, de la gagner. Et justement, même Bujar qui était blessé qui est blessé oui, lors d'une dans bataille. une bataille Oui, dans oui, les à Horaces, Al-Jurf, et ils l'ont dans la oui. bataille d'Al-Jurf. Non, non, pas de la bataille, une bataille, je crois, de l'Amra au Zawiya. C'est pareil, c'est la même bataille. Donc, Bijar disait que dans ses mémoires aussi, il reconnaissait la valeur des combattants des Horaces, et Abbas Saour en tant que dirigeant combattant. Il disait justement, Abbas Saour régnait sur les Horaces. Il était maître aussi de la population. Il était l'idole de la population. Donc, ils n'ont pas réussi à isoler la population par tous les moyens. C'est-à-dire la population était engagée. Il y avait les massifs aussi, la géographie oui, du site des mêmes mais la population, les Français ont essayé d'isoler la population par la répression, par des soins, par des actions pacifiques, mais ils n'ont pas réussi. La population est restée toujours, et ça c'est les Français qui le reconnaissent dans leurs écrits. Oui, oui. Ceci dit, après la mort de Ben Boulaïd, Chihani évidemment l'a remplacé, c'était le premier adjoint de Ben Boulaïd. Abbas Al-Ghrour, le deuxième adjoint, a dû se déplacer vers la Tunisie. Al-Ghrour. Avec le souci justement de réconcilier les partis qui étaient en dissidence après le décès du chef, Ben Boulaïd. Est-ce que c'était une question de, parce qu'on a lu par-ci, par-là, est-ce que c'était une question de clanisme, régionalisme, ou c'était réellement une question d'organisation? Alors que la Wilaya 1, le Horace Memcha, étaient les mieux organisées, et celle qui a coûté à la France quand même des responsables. On parle une soixantaine de militaires français ont été tués, dans 2 chefs de bataillon, 4 lieutenants et un administrateur civil. Oui, ça c'est la première année, le deuxième en une année. En une année. Oui, une année, ça c'est vrai. Oui, je pense à la mort de Boulaïd a désigné Chihani Bachir comme responsable, et il comptait aussi surtout sur Ajoul et Al-Ghrour, qui était originaire de la région. Chihani Bachir, il est de Khanchla, donc pour les Horaces, et Chihani, c'est un homme, un organisateur, c'est un homme très organisé, tout est répertorié, oui, il avait une autorité, il était respecté. Et puis, à la mort de Chihani Bachir, en 1955, malheureusement, pour des circonstances que j'évoque, des circonstances que j'évoque dans le livre, où je donne différents points de vue, différentes versions, récits des gens, et puis je laisse le lecteur juger par lui-même ces conditions de son assassinat et sa mort. Donc après la mort de... Excusez-moi, parce que là nous avons également les mémoires de Raïd Uthman Saadi ibn al-Hajj, qui est de la région de Tbessa, et on retrouve un peu la même version. Le témoignage qu'il apporte sur la mort de Chihani. Oui, moi j'ai appris tous les témoignages, celui de Uthman Saadi, celui de différents combattants. J'ai même interrogé des gens qui il était dans le... Uthman Saadi était présent à ce tribunal qui avait jugé Chihani. Oui, moi j'ai rencontré des gens qui étaient également présents au tribunal, et je pense... On verra peut-être tout à l'heure les conditions aussi de la mort de Abbas Al-Ghrour, accusé particulièrement, lui et Ajoul, de la mort de l'assassinat de Chihani Bachir. Et moi, justement, je dis dans mon livre que les wilayas étaient autonomes pendant cette période jusqu'à 1956, jusqu'à la tenue du congrès d'Assomam, et que les dirigeants, chaque dirigeant de sa wilaya, a agi suivant les conditions, suivant la situation interne. Et il y avait même des dirigeants à l'époque de Boulaïd, Chihani, ils ont établi
un guide de conduite pour les combattants, pour les chefs, pour le comportement de Moujahid, le comportement d'un chef. Il y avait toutes les sanctions possibles et c'est des documents qui ont existé et certaines sanctions ont été appliquées sur des combattants dont malheureusement chez Hani Bachir. Maintenant, c'est à l'histoire de voir, l'historien de voir la réalité de cette disparition. Oui, ce qui reste un peu à voir, c'est le déplacement de de Abbas El-Ghrour à Tunis. Lui a coûté quand même sa vie. Oui, mais et là, le grand point d'interrogation se situe dans cette période-là. Sur certains témoignages, on parle de l'infiltration des services de contre-espionnage français, ce qui est une thèse à ne pas éloigner. Oui. Par ailleurs, c'est leur adhésion, je dirais, peut-être au mouvement des yousfistes en Tunisie également, qui a dû leur coûter cette incarcération, la prison par la police de Bourguiba à l'époque. Et par ailleurs, évidemment, il y avait pouvoir. La grande question au CCE. Voilà. Donc, Atman Saadi ibn al-Hajj, combattant de la Wilaya 1 sous les ordres d'Abbas El-Ghrour, note dans ses mémoires: le CCE est arrivé en Tunisie à l'automne 56 et convoque les dirigeants de la Wilaya 1 qui n'ont pas assisté au congrès de la Soumam. On leur demanda de se mettre, eux et leurs unités, sous les ordres du CCE et de ne pas retourner à leur région de combat à l'intérieur. Mais Abbas El-Ghrour et l'Azhar Shariyat tenaient à ne pas rester en Tunisie. J'étais à ce moment-là à l'intérieur, parmi les unités de combat. Abbas et l'Azhar se sont dirigés vers les frontières pour rejoindre leurs unités. Des ordres pour leur arrestation avaient été émis par le CCE. Ordre donné au dirigeant Moqdad Jiddi d'arrêter l'Azhar. L'arrestation devait avoir lieu d'une manière rusée, car l'Azhar ne pouvait pas soupçonner que Moqdad le trahisse. En effet, Moqdad refusa l'exécution de l'ordre et la trahison de son chef. L'Arbi Brahmiya en témoigna. On ordonna également à Ali ibn Ahmed Messa'i d'arrêter Abbas El-Ghrour. Il était décidé d'exécuter l'ordre. Ce qui fut étrange, c'est que Ben Ahmed Messa'i informa Abbas en lui disant « C'est Abbas, j'ai l'ordre de vous arrêter ». Quand les combattants de l'unité ont entendu ces paroles, ils ont voulu intervenir pour protéger leur chef. Mais celui-ci leur dit « Restez à vos places, je réponds à l'ordre. Je vais me diriger vers les responsables qui m'ont convoqué. Je n'ai peur de rien. Quant à toi, Ali, exécute l'ordre qui t'a été donné. Emmène-moi. » Abbas El-Ghrour et l'Azhar Shariyat se sont retrouvés en prison à Tunis. Un soi-disant tribunal militaire les a jugés. Je pense, on parle du congrès de la Soumam, de la rencontre de la Soumam. Oui, ça dans une troisième phase. Là, je parle encore de l'acheminement des armes, parce qu'en fait, Abbas El-Ghrour est parti pour l'acheminement des armes, pour qu'il y ait un peu plus d'armes dans l'unité. Il y a eu quelques dissidences dans la wilaya. Oui. Ces dissidences sont à peu près normales, si on veut. Moi, je trouve des explications sociologiques ou des combattants qu'on essaie parfois de muter dans un endroit, donc ils refusent cette mutation, donc ils deviennent dissidents. Donc il y a eu des problèmes de dissidence au niveau de la wilaya, dans les Mamcha, un dirigeant ou un combattant qu'on veut affecter dans un autre endroit, pour lui, et c'est une condamnation à mort. Dans une région qu'il ne connaît pas. Et qu'il ne connaît pas, c'était une condamnation à mort. Donc la population ne connaît pas. Exact, donc, les combattants, certains combattants refusaient. Atman Saadi ibn al-Hajj, combattant de la Wilaya 1 sous les ordres d'Abbas El-Ghrour, note dans ses mémoires: le CCE est arrivé en Tunisie à l'automne 56 et convoque les dirigeants de la Wilaya 1 qui n'ont pas assisté au congrès de la Soumam. On leur demanda de se mettre, eux et leurs unités, sous les ordres du CCE et de ne pas retourner à leur région de combat à l'intérieur. Mais Abbas El-Ghrour et l'Azhar Shariyat tenaient à ne pas rester en Tunisie. J'étais à ce moment-là à l'intérieur, parmi les unités de combat. Abbas et l'Azhar se sont dirigés vers les frontières pour rejoindre leurs unités.
des ordres pour leur arrestation avaient été émis par le CCE. Ordre donné au dirigeant Moqdad Jiddi d'arrêter l'Azhar. L'arrestation devait avoir lieu d'une manière rusée, car l'Azhar ne pouvait pas soupçonner que Moqdad le trahisse. En effet, Moqdad refusa l'exécution de l'ordre et la trahison de son chef. L'Arbi Brahmiya en témoigna. On ordonna également à Ali bin Ahmed Messa'i d'arrêter Abbas al-Ghrour. Il était décidé d'exécuter l'ordre. Ce qui fut étrange, c'est que bin Ahmed Messa'i informa Abbas en lui disant « C'est Abbas, j'ai l'ordre de vous arrêter ». Quand les combattants de l'unité ont entendu ces paroles, ils ont voulu intervenir pour protéger leur chef. Mais celui-ci leur dit « Restez à vos places, je réponds à l'ordre. Je vais me diriger vers les responsables qui m'ont convoqué. Je n'ai peur de rien. Quant à toi, Ali, exécute l'ordre qui t'a été donné. Emmène-moi. » Abbas al-Ghrour et l'Azhar Shariyat se sont retrouvés en prison à Tunis. Un soi-disant tribunal militaire les a jugés. Je pense, on parle du congrès de la Sommam, de la rencontre de la Sommam. Oui, ça dans une troisième phase. Là, oui. je parle encore de l'acheminement des armes, oui. Parce qu'en fait, Abbas al-Ghrour est parti pour l'acheminement des armes, pour qu'il y ait un peu plus d'armes dans l'unité. Il y a eu quelques dissidences dans la wilaya. Dans la wilaya. Oui. Ces dissidences sont à peu près normales, si on veut. Moi, je trouve des explications sociologiques ou des combattants qu'on essaie parfois de muter dans un endroit, donc ils refusent cette mutation, donc ils deviennent dissidents. Donc il y a eu des problèmes de dissidence au niveau de la wilaya, dans les Mamcha, un dirigeant ou un combattant qu'on veut affecter dans un autre endroit, pour lui, et c'est une condamnation à mort. Dans une région qu'il ne connaît pas. Et qu'il ne connaît pas, c'est une condamnation à mort. Donc la population ne connaît pas. Donc, les combattants, certains combattants, refusaient et deviennent des dissidents. Et ils voulaient, à ce moment-là, ils ne voulaient pas obéir à des chefs. C'est un peu ce qui s'était passé un peu plus tard avec Amirouche, quand il est arrivé dans la wilaya. Et c'est ça, après le congrès de la Sommam. Et donc, Abbas al-Ghrour est parti pour essayer de régler rapprocher les vues des combattants d'Ibn Mamcha, pour essayer de régler le problème. Et malheureusement, il y a eu une réunion, cette réunion de réconciliation a été sabotée. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement l'origine de ce sabotage, de cette réunion, qui a eu des conséquences néfastes pour la wilaya 1. Parce que, après cette réunion, il y a eu l'arrestation de beaucoup de combattants, certains exilés, on les a fait exiler en Égypte ou carrément vers d'autres pays. Et ça rentre dans la neutralisation de la wilaya des Oras et Mamcha après le congrès de la Sommam, parce que on suppose que cette wilaya a refusé les décisions du congrès de la Sommam. Mais ça, on revient tout à l'heure sur le congrès. Est-ce que les décisions ont été transmises? Est-ce que les Aurès ont eu connaissance de ce qui s'est passé? Nous allons, excusez-moi, nous allons justement écouter encore des extraits de témoignages sur cette période-là cruciale. Arizki Basta, militant du mouvement national, rapporte un témoignage dans son livre, à savoir que Abbas al-Ghrour convoqua l'ensemble des responsables de zones et secteurs qui se trouvaient à Tunis pour une réunion de réconciliation. Deux dirigeants, Saïd Abd el-Hayy et Abd el-Krim el-Hali, furent satisfaits de cette initiative, à savoir le retour des responsables à l'intérieur de l'Algérie. Le jour de la réunion, tout le monde était armé. Ils attendaient l'arrivée de Abbas al-Ghrour. La villa située à Mathildeville à Tunis, dans laquelle a eu lieu la réunion, appartient à un Algérien. En observant le comportement de certains responsables, Abd el-Hayy et Hali préparèrent un plan diabolique. Ils placèrent dans des lieux précis des hommes à eux. Ils étaient persuadés que le retour vers l'intérieur ne se fera pas sans contester le pouvoir de Abbas al-Ghrour. Celui-ci arriva en compagnie de quelques cadres
Et juste au moment où il pénétra dans la villa, les deux responsables, Abdelhaye et Hali, l'invitèrent à les suivre dans une autre salle. Les congressistes se doutèrent qu'un complot se tramait contre eux. Dès que Abbas pénètre dans l'autre salle, des coups de feu furent entendus, ce qui a entraîné des victimes et des blessés parmi les congressistes. Très bien, donc Monsieur Salah El-Ghorour, cet incident justement dans la villa à Tunis. Oui, cet incident, je vous dis, moi j'ai fait toute une enquête pour essayer de terminer l'origine de ce coup de feu, cette fusillade. Ouais. Et personne n'explique vraiment. On accuse parfois un groupe de Abdelhaye qui était là-bas, c'est un représentant du FLN à Tunis. On accuse Abbas Rour, certains accusent Abbas Rour qui était totalement étranger à cette affaire. Mais moi, d'après une enquête, et j'ai quelqu'un qui vit encore d'ailleurs, Rasri Basta, le site, c'est Jabal Khair, Abdelaziz Jabal Khair, et il me raconte un peu les conditions. Et moi, je résume, c'est les services de Bourguiba, c'est un certain Mahjoub Ben Ali qui était directeur de la gendarmerie, qui était dans l'armée de la libération de la Tunisie avec Salah Ben Youssef et qui s'est rendu parce qu'il a rallié à Bourguiba et qui a saboté cette réunion. Cette réunion a été un sabotage pour éviter, parce qu'après cette réunion, il était question que Bassaro rencontre la délégation extérieure qui arrivait de Tunisie au 22 octobre. Cette délégation, on connaît que le groupe a été arrêté, l'avion a été piraté. L'arraisonnement de l'avion. L'arraisonnement par l'armée française. Donc, la rencontre avec la Wilaya 1 et la délégation extérieure a été sabotée. Et les dirigeants, comme je disais, on a trouvé un prétexte d'arrêter tout le monde. Évidemment, ils ont été aussi accusés d'appartenir de soutenir Salah Ben Youssef. Mais Salah Ben Youssef, la lutte avec Salah Ben Youssef, ça rentre dans la lutte dans le cadre du Maghreb, c'est-à-dire les armées marocaines, algériennes et tunisiennes soient unies. Et Ben Mehdi Boudiaf était le représentant de l'armée algérienne. Il y avait un Marocain, il y avait les Tunisiens, c'était Salah Ben Youssef. Il était donc question d'avoir une armée commune et une armée nord-africaine. Et cette réunion, la venue de Bourguiba, de Ben Bella en Tunisie, il y allait avoir une conférence très importante. Et cette conférence... tout le projet a été saboté. Et je vais vous lire là un texte de Jean Tourneau sur cette affaire, parce que c'est très intéressant, la conclusion de cette réunion. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il faut briser la wilaya. Une rencontre avec la délégation extérieure, capoter la conférence de Tunis, parce qu'il allait y avoir une conférence maghrébine à Tunis. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Jean J.R. Tourneau écrit dans son ouvrage qui s'appelle Secret d'État, édition Plan 1960 en page 41. Bon, c'est un texte long, mais j'ai pris juste... Le fait considérable n'est pas l'arrestation de Ben Bella, mais l'avortement de la conférence de Tunis, laquelle se disposait à proclamer l'unité du Maghreb. De ce point de vue, là, on peut soutenir que la capture des Algériens a modifié le cours des événements. Donc, c'est saboter l'unité du Maghreb. Parce que s'il y avait une lutte commune, il y aurait un État émergé, une force, un État commun. Donc, il faut casser. On sait aussi que pour casser la révolution algérienne, les Français ont libéré le roi du Maroc en 1956. Ont libéré Bourguiba pour donner et mettre tout l'effort de guerre sur l'Algérie. Couper l'Algérie
des autres pays du Maghreb. Et on Et oublie. c'est dans cette période justement où les lignes Chal et Maurice ont été installées Exactement, c'est pour l'isolation étouffer, totale, isolée des autres pour pays. étouffer la rébellion, pour étouffer les maquis. Et donc je reviens au congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam également, les gens les membres du CCE à l'époque. Oui. À votre avis, quel a été justement leur rôle au niveau de la Wilaya 1 là? Oui, le congrès de la Sommam, on sait que, bon, c'est un congrès qu'attendait tout le monde, c'est-à-dire c'est un congrès qui était prévu par le groupe de 22, des 22 et Oui. par le groupe aussi des 6, il y avait le groupe des 22, des 9, des 5 et des 6. Oui. Le dernier groupe, c'est le groupe des 6. Donc ils ont prévu un congrès, à tenir un congrès après le déclenchement de la Révolution. Bon, ce congrès allait se tenir, on disait, il allait se tenir dans les Aurès, dans la Wilaya 2, bon, bref. Le lieu n'était pas défini encore. C'est-à-dire, ils cherchaient à ce moment-là. Mais comme la mort de Dishmourad est mort assez rapidement, Ben Moulaïd, pareil, donc ça a changé. On parle moins que le congrès allait se tenir dans les Aurès ou dans la Wilaya, aussi la Wilaya 2. Bon, finalement, le congrès ou la réunion s'est tenue en Kabylie, dans la vallée dans la de la Sommam, Soumam. dans la vallée de la Oui. Sommam en Oui. 56. Bon, ce congrès, on sait aussi que les Aurès n'ont pas participé, la Wilaya des Aurès Memcha n'a pas participé, la délégation extérieure non plus, et Vous en parlez dans votre livre Oui. et vous dites qu'ils n'avaient pas oui, reçu la Fédération de France n'a pas participé. Oui. Maintenant, les Aurès, on dit qu'ils n'ont pas reçu, ils ont reçu des invitations. Ajoul et le Roland ont reçu des invitations, mais Ajoul, dans ses mémoires, dans ce livre que Madassi a écrit, L'état-major de sable, Ajoul disait qu'on attendait un Tissal, donc Oui. quelqu'un qui va Oui. nous accompagner, et le Tissal n'est jamais arrivé. Alors, certains disent que Amr Ben Boulaïd, le frère de Boulaïd, est parti, mais il s'est perdu. Il n'a pas trouvé le lieu. Oui. Mais on dit parfois qu'il a certains été mal écrits disent renseigné. qu'il a été, Mal il a renseigné. été détourné aussi Oui. exprès. Bon, ça c'est les conditions. Donc Ben Bella aussi raconte, Dit n'avoir pas reçu de il a convocation. attendu longtemps. Et moi je trouve un peu je sens quand on lit qu'il y avait une volonté quand même d'éloigner la Wilaya 1 et la délégation extérieure. Parce qu'on sait qu'il y avait un problème, enfin, il y avait une lutte entre Ben Bella et Abba Ramdan pour le pouvoir. Et il y avait, parce que Tal Brahimi, dans ses mémoires, écrit qu'il a rencontré Abbas Tarour à Tunis en juillet 56. Excusez-moi, avant de passer à ça, vous disiez là qu'il y avait ce conflit entre Abban et Ben Bella pour une histoire de leadership et de pouvoir. Oui. Je pense pas que ce soit vraiment ça. C'est sur le plan idéologique. Je pense que la vision des deux hommes était diamétralement opposée. Ah oui, voilà. C'est essentiellement ça. Oui, oui. C'est pas une affaire de leadership. Ah oui, c'est ni ça. de Bon, pouvoir. Ni... oui, c'était un problème idéologique. On sait que dans la plateforme de la Sommam, le texte de République algérienne démocratique et populaire dans le cadre de principes islamiques a été supprimé, qui était dans la déclaration du 1er novembre. Donc ça montre quand même le point, comme vous dites, de problème idéologique très important entre Ben Bella et Abba Ramdan. Donc, je disais Brahimi, ce que je dis, pourquoi il y avait une volonté d'écarter Ben Bella et la Wilaya 1 aussi. Brahimi qui écrit dans ses mémoires, il a rencontré le Roland parce qu'il a été envoyé par Abban en Tunisie pour voir les problèmes là-bas en Tunisie. Il y avait des problèmes justement que Abbas allait régler. Et Brahimi est allé, il a rencontré Abbas et Mentouri, Mentouri Mahmoud, qui était le conseiller politique de Abbas Tarour. Donc il dit qu'ils ont déjeuné ensemble et que Abbas Tarour a demandé à Abbas Tarour
d'intervenir pour libérer des détenus du FLN qui sont détenus par, on dit, le groupe de Abbas al-Ghrour à Tunis. Et Abbas al-Ghrour, d'après Brahimi, a répondu à Brahimi, il a dit moi je ne peux pas intervenir avant l'accord de Ben Bella, j'attends l'accord de Ben Bella, qui était à Tripoli. Et donc Brahimi se déplace à Tripoli, voir Ben Bella. Bon, Ben Bella, il attendait pas autre chose. Ça, c'est, oui. Et ce que je dis Brahimi, par exemple, s'il était vrai, il est parti en juillet, pourquoi il n'a pas averti Ben Bella ou Abbas al-Ghrour de la tenue du congrès? C'était au mois de juillet. Le congrès allait se tenir au mois d'août. C'est autant de questions, justement, qui laissent des zones d'ombre sur cette période. Ben Bella, il s'attendait peut-être, quand il était à Tripoli, il s'attendait que Brahimi lui annonce une nouvelle concernant le congrès. Et Brahimi, est-ce que Brahimi, non plus, il n'était pas au courant non plus de la tenue du congrès. Donc, pour dire, est-ce qu'il y a une volonté de briser cette réunion, le congrès d'Assomam? Moi, je vais lire une conclusion des questions qu'a posées Mohamed Harbi sur le congrès. Parce que le congrès, je vais lire, c'est mieux, parce que c'est un peu lent, mais ça ne fait rien. On en fait une conclusion, de toute façon, à notre Mohamed discussion. Harbi soulève deux questions importantes suite à ce congrès. Voilà, c'est lui qui note. La direction qui en émane bénéficie-t-elle d'un consensus fort? Deuxième question, le congrès a-t-il réussi, comme le projeté Abban, à assurer l'autonomie des structures politiques sur la base de l'intégration des forces de la révolution? Il donne les réponses suivantes. Harbi, qui est un auteur... Il nous reste très peu de temps, excusez-moi. Oui. Bon, je n'ai pas tout. Il donne deux réponses pour dire que Mohamed Harbi, l'absence d'une partie significative des chefs de troupes de l'ALN, là où il a eu. De toute façon, vous avez repris beaucoup de témoignages dans votre livre Abbas al-Ghrour, du militantisme au combat, Wilaya 1, au Rasn Mamcha, aux éditions Cheheb. Voilà, c'est fait par son frère Salah al-Ghrour. Moi, j'ajouterai juste ceci, parce que c'est un hommage. Nous sommes à quelques... C'est l'anniversaire de la proclamation d'indépendance et des accords d'Évian. J'ajouterai ceci, un témoignage fait par les adversaires même de Abbas al-Ghrour, qui disent Abbas al-Ghrour était le seul chef FLN qui eut tiré deux commandants français et infligé à l'armée française des pertes qui montaient à une cinquantaine de morts dans 5 officiers. D'où Bijar qui est parti avec une balle à 5 cm du cœur, il a été transféré par hélicoptère. Ceci dit, gloire à nos martyrs et à nos shuhada. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier et puis bon courage pour la suite. Eh bien, on attend votre deuxième livre. Inch'Allah. On l'attend. À nos téléspectateurs, merci aux fidèles à cette émission Culture et Histoire. Et un grand bonjour, un hommage aux survivants de la Wilaya 1 qui se trouvent un peu partout en Algérie. Bonsoir.